Bienvenue Manon. Ça marche? Oui. Ah, j'entends pas, moi. Alors on te connaît pour la chaîne C'est une autre histoire que tu as lancée en 2015. Et tu t'amuses beaucoup avec l'histoire en général. Tu es docteur. Et d'ailleurs, c'était quoi le sujet de ta thèse? J'ai travaillé sur la déesse Athéna au 19e siècle. Oui, les TS, c'est bizarre. Voilà. Pourquoi c'est bizarre? Oh bah, c'est un peu un problème, non, la déesse Athéna au 19e siècle? Bon, on en parlait Non, c'est certainement. ok. Non, moi Ok. ça me choque pas plus que ça. Alors on a dit tout à l'heure que tu faisais partie de la saison 2 du Vortex, Absolument. produit par Arte pour YouTube. On a dit Ouais. qu'on avait des images aussi. Ouais. Et ben on va les regarder. Du coup, Allez. voilà le teaser de Manon pour la saison 2 de Vortex. Les chimères, les cyclopes, tout ça, c'est fascinant, hein, mais même à l'époque, ça devait pas être super crédible. Quand on parle d'histoire dans l'Antiquité, en fait, c'est plus des enquêtes, un peu comme des journalistes qui compilent des infos sur le présent. Et la plupart du temps, ceux qui sont critiques envers les légendes sont très pieux en fait. En ce qui concerne leur quotidien, je vous fais pas un dessin. Ah si, fais-nous un dessin. Alors cette saison du Vortex, ça s'est passé comment? C'était des expériences sympas avec les colocs? En fait, ils sont tous très désagréables et je suis contente d'avoir une tribune pour pouvoir le dire. Parce que vraiment, c'était... Non mais ce qu'il faut dire quand même, c'est que si t'es tombé Moi, je malade, suis c'est un peu l'andouille à du cause groupe, de- ok? T'as compris? Non, c'était super bien, on s'est trop bien entendu, voilà, c'est vrai. Bon, alors je vais vous demander de cette fois de l'applaudir encore plus fort que David parce qu'elle était malade avant de venir ici. Là, elle va mieux, elle a besoin Ça de va. beaucoup d'énergie. Je vais te laisser nous raconter une autre histoire, c'est à toi Très Manon. bien. Je vous propose de faire une petite pause récit au milieu de toute cette science. C'est bien de réfléchir, mais laissons-nous porter un peu parce que, comme vous aurez compris, j'ai bossé sur la déesse Athéna et du coup, la mythologie, c'est un peu mon sujet de prédilection. Il y a une petite alarme au fond qui nous met une ambiance sympa. Oh, c'est cool. Donc, je vous propose de faire une pause un peu récit, comme je disais, puisque la mythologie, c'est ça avant tout, c'est des histoires, et on va renouer un peu avec cette tradition qui était à la base orale, hein, ça se racontait les mythes et les légendes dans les banquets, ça se racontait le soir autour du feu, ça se transmettait à l'école aussi, ça se chantait, je vais vous épargner ça, mais ce qui est sûr, c'est que chaque région de Grèce, chaque région d'Italie, à Rome, etc., avait sa version des mêmes mythes parce que c'était d'abord une tradition orale, comme je le disais. Et même s'il y en a il y a plein de choses qui ont été mises à l'écrit, on a plein de variations en fonction de qui raconte quoi, où, etc. Donc nous, on va continuer un peu, prolonger un peu cette tradition-là et je vais vous raconter un mythe à ma façon. Donc si vous aimez pas l'humour potache et graveleux, vous pouvez partir et revenir après pour des récits très édifiants. Je vous préviens, hein, je mets un petit warning. Et donc, je vous propose de vous raconter un conte étiologique aujourd'hui. Les contes étiologiques, c'est d'une manière générale tous les récits qui servent à expliquer par la mythologie, par le mythe, etc., le monde qui nous entoure. Et c'était donc la façon des anciens d'expliquer ce qui les entourait. Donc, c'était un peu leur palliatif à la science à l'époque. Donc, je vais vous raconter, selon les Grecs et les Romains, d'où viennent les saisons, d'après la mythologie. Alors, je vais me servir d'Ovide, qui est un poète latin. Du coup, je vais utiliser les noms des divinités en latin. Vous suivez, c'est cool, vous êtes toujours là et ça fait plaisir. Wouh. Donc, je vais vous raconter l'histoire des saisons. Alors, avant, il n'y avait pas de saison, figurez-vous, ma bonne dame. Et tout a commencé avec Vénus. Donc, Vénus, c'est la déesse de l'amour, de la luxure, vraiment du désir charnel, etc. Et elle discute avec son fils Cupidon. Vous savez, Cupidon, c'est le petit bébé avec des ailes, le petit angelot, là, qui a un arc et des flèches et qui vous tire dessus pour vous rendre amoureux. Ah oui, bon, il ne faut pas laisser jouer les enfants avec des armes, c'est une mauvaise idée. Et donc, Vénus discute avec Cupidon et lui dit « Ouais, quand même, on a vachement de pouvoir, mais tu vois, il est pas mal remis en question par
par beaucoup de divinités assez importantes. Ça me saoule. Déjà, il y a les déesses. Il y a 3 déesses vierges dans le Panthéon qui refusent de niquer. Hein, ça me saoule vraiment. Ah oui, le ministère de l'Éducation, de la Recherche. On peut pas dire des gros mots, c'est ça? Ouais, moi je dis des gros mots. Pardon. C'est pour ça que j'ai arrêté de faire des choses à la fac. Bref. Donc, elle dit à son fils, elles veulent pas faire la chose, on va dire. Et ça me saoule. Mais tu sais quoi? On va quand même essayer d'atteindre un des dieux super puissants qu'on n'a pas encore atteint. Ce sera Pluton. Parce que Pluton, c'est le roi des enfers et c'est quand même la classe, tu vois. On a déjà réussi à atteindre Jupiter, le roi des dieux. On a déjà réussi à atteindre son frère, Neptune, qui est le roi de la mer. Ils se sont partagés tout l'univers à 3. Et c'est Pluton qui a le royaume des enfers. On ne l'a pas encore eu. On va agir sur Pluton. Et figure-toi qu'il y a cette petite déesse Proserpine qui me saoule parce qu'elle fait partie de ces déesses qui disent moi, non, ouais, je veux rester vierge. Donc c'est mort, alors que dans Proserpine, il y a... Ah, je ne l'ai pas dit, la finesse. La finesse, c'est vraiment, hein, je vous ai prévenu. Donc, Vénus dit à Cupidon, eh bien, j'ai une idée. On va rendre Pluton fou de Proserpine. Et elle, elle pourra rien faire parce que c'est un dieu super puissant, donc elle pourra pas résister, elle sera obligée de céder. Vous voyez un peu le malaise, hein, mais la mythologie, c'est toujours un petit peu comme ça, hein, le viol et tout, et l'inceste aussi, parce que Pluton, eh bien, c'est son oncle. Oh, mais comme ça reste en famille. Voilà, c'est parfait. Et donc, eh bien, Proserpine se balade dans la forêt avec ses copines, elle ramasse des fleurs qu'elle met dans son panier, nous dit Ovide, parce que, je sais pas, c'est trop cool d'être une fille, un truc comme ça, voilà. Et Pluton passe par là, et c'est là que Cupidon lui décoche une flèche. Pluton flash sur Proserpine et décide de l'enlever sans autre forme de procès, n'est-ce pas? Proserpine se débat et tout, elle se laisse pas faire. Ovide nous dit aussi que dans la bataille, elle fait tomber ses fleurs qu'elle avait ramassées et que ça la chagrine beaucoup. Oui, premier problème là, vraiment là présentement, en effet. Donc Pluton tape un grand coup sur le sol avec son sceptre, ouvre le sol, descend dans les enfers avec Proserpine et hop, ils disparaissent. Sauf que Proserpine a une maman qui est aussi une déesse. Et sa maman, c'est Déméter. Déméter, Cérès, j'ai le doute, latin, bref. Bon, Déméter en grec, Cérès en latin, l'inverse, je bug. Cérès, je sais plus. Bref, donc la déesse de la... Putain, c'est fou, je suis fatiguée, hein. C'est genre vraiment la base. Bon, bref. C'est la déesse de l'abondance, de l'agriculture, etc. Et elle se rend compte que sa fille ne rentre pas. Et ça la chagrine, et puis elle commence à stresser, elle se dit, il y a vraiment un souci. Donc vraiment, elle la cherche partout, elle retourne toute la terre, elle la cherche, et elle finit par tomber à l'endroit où sa fille allait se promener et où elle a disparu. Et elle voit sur le sol simplement sa ceinture qui est restée là, et elle comprend qu'il s'est passé quelque chose et qu'on a enlevé sa fille. Et là, elle est vraiment furax, colère, donc elle assèche toute la terre, parce que Déméter, c'est celle qui fait fleurir les arbres, c'est celle qui amène toute la prospérité, c'est celle qui fait tomber la pluie, qui fait chauffer le soleil si besoin, etc. Donc là, elle décide de mettre du froid partout, elle casse toutes les charrues, plus personne ne peut travailler la terre, c'est la merde, c'est la stérilité qui s'installe partout, elle est vraiment colère. Et une nymphe passe par là et lui dit... meuf, tu exagères un peu quand même, parce que ça craint, la terre t'a rien fait, et là c'est vraiment la merde, tout est stérile. Et puis ta fille, Proserpine, moi je l'ai vue, elle est dans le royaume des enfers, apprend Déméter. Mais bref, donc oui, elle est dans le royaume des enfers, alors c'est vrai qu'elle avait pas trop envie d'y aller, mais maintenant c'est quand même assez stylé, parce que elle est la reine des enfers, donc c'est quand même pas trop mal. Et donc Cérès Déméter dit... non, ça me convient pas du tout. Je vais aller voir Jupiter, car c'est le boss, c'est le roi des dieux, et je vais l'implorer de ramener notre fille, parce que c'est pas possible. Et je dis bien notre fille, car elle va le voir aussi, parce que c'est avec Jupiter qu'elle a eu Proserpine, alors que c'est son frère. Oh. Du coup, Jupiter, c'est à la fois le père et l'oncle de Proserpine, alors qu'il n'habite pas à Roubaix. Il y a des gens de Roubaix ici? Changez rien. Vous laissez pas faire avec ces blagues. Non, c'est pas normal, hein, franchement. C'est pas normal. Bref. Et donc, après cette blague pas du tout corporate, elle râle auprès de Jupiter. Et Jupiter finit par lui dire « Mais
alors déjà ne t'énerve pas parce qu'en vrai c'est assez stylé, c'est mon frère, c'est le roi des enfers, c'est pas juste un kidnappeur de filles, un violeur et tout, c'est classe. Et non, quand même, elle est pas contente, elle est pas contente. Bref, il lui dit ok, on va couper la poire en deux. La moitié de l'année, Proserpine la passera avec Pluton dans les enfers, et elle sera la reine des enfers, et l'autre moitié de l'année, elle la passera avec toi. Et c'est pour ça qu'il y a une alternance de saison, parce que quand Proserpine est aux côtés de sa mère, eh bien celle-ci est contente, elle fait fleurir les arbres, elle fait pousser les fleurs, il y a des fruits, etc. On est content. Quand Proserpine redescend aux enfers, sa mère déprime, elle assèche tout, et c'est le froid, c'est la cata, il n'y a plus rien qui pousse, et c'est l'hiver. Voici donc d'où viennent les saisons selon les Romains et les Grecs. Et vous vous demandez probablement, mais est-ce que les Grecs et les Romains croyaient à ces choses-là, à ces contes étiologiques notamment? Eh bien, pour savoir, je vous donne rendez-vous sur la chaîne du Vortex pour la prochaine vidéo. Oh, le teasing! Merci Manon. C'est une autre histoire. Merci. C'est un bon teaser hein, pour... voilà. Très bien. Abonne-toi, comme on dit. Ouais, merci. C'était bien. Et tu as été particulièrement poli et correct, je trouve, ce soir. Ah oui, j'ai pas dit trop de bits, Ouais. c'est vrai. Bits, c'est fait. On a une autre... On se calme, enlevez-lui son micro. On a une nouvelle invitée avec nous, Gabrielle Boulot, qui est juste à côté de toi, qui est ambassadrice de l'IRSTEA. L'IRSTEA, c'est l'Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture. Et alors, c'est drôle, parce que vous aussi, vous avez monté... Alors, vous êtes spécialisé dans la politique, vous. C'est davantage ingénieure-chercheuse en sciences politiques. Et vous avez monté une chaîne aussi. Il n'y a pas beaucoup d'abonnés, mais alors vous vous êtes lancé à fond aussi. C'est génial. C'est très confidentiel, voilà, c'est ça. Ça s'appelle EPOCO, comme émission politique du quotidien. D'accord. Et vous racontez des choses très pédagogiques. Vous passez vos week-ends à découper des morceaux de carton et tout pour raconter les histoires. Comment mieux gérer l'eau, etc. C'est ça, voilà, exactement. L'envie de partager un petit peu ce que moi je comprends en lisant beaucoup de littérature, parce qu'on lit beaucoup quand on est scientifique. Et du coup, j'avais envie de partager ça avec mes proches pour pouvoir mieux expliquer ce que je fais dans mon travail de recherche. Et puis aussi avec des élèves. Et donc, le découpage, c'est une façon de mettre en image des choses qui sont plus abstraites. D'accord, mais c'est énormément de travail hein, quand même. J'ai vu quelques vidéos, vous passez beaucoup de temps. Ah bah forcément, mais j'imagine que quand on est youtubeur, on doit en passer encore plus. Bon, Manon, bac scientifique, ensuite des études d'histoire, donc petit virage. Avec un petit crochet prof des écoles. Ouais, ok. J'ai Là, été tu prof es des en train de écoles passer aussi. une thèse. Ta spécialité, on l'a J'ai compris. fini même. Tu l'as J'ai fini. fini un an. Ta spécialité, c'est la mythologie. On l'a bien compris. Ta chaîne nous raconte l'histoire. Ta thèse, elle était sur la déesse Athéna. C'est ça. Hein, c'est ça, la Ouais. déesse de la... De la guerre, de la sagesse, et qui est une des fameuses déesses vierges, qui ne veut pas coucher. D'accord, pourquoi Je le me choix de suis la appliquée. mythologie? Euh, Parce que c'est pas évident hein, pour tout le monde. Oui, j'avais envie de travailler... Enfin, moi, j'étais passionnée de l'Antiquité et du 19e siècle, et on m'a dit « Ah bah, tu peux faire les deux, tu peux étudier l'Antiquité au 19e siècle. » Et j'avais dit aussi « L'histoire des femmes, ça m'intéresse. J'aime bien la mythologie. Bah, prends une figure féminine de la mythologie et bosse dessus. » Voilà. D'accord. Des sujets de très très grande qualité, comme vous pouvez voir. Enfin, si vous ne l'avez pas vu sur sa chaîne, parce qu'évidemment, elle vérifie Venez beaucoup de voir. choses, même si elle blague beaucoup. Bon, c'est combien? 50 000 abonnés, mais c'est pas grave, ça grimpe, 60 000 Là, combien d'abonnés, Ouais. presque 300 000. Non, non, alors j'ai dû regarder juste une vidéo, alors excuse-moi. 300 000 Une abonnés. vidéo avec 50 000 vues, oui, Avec ça, c'est 50 000 possible. vues, excuse-moi. Donc c'est 300 000, c'est déjà énorme. Bon, mais alors la question qu'on me pose souvent comme ça, ouais, tu vas recevoir des youtubeurs et tout, alors on peut l'aborder, elle est un peu triviale, je sais, mais... Tu connais pas par cœur tous les nombres d'abonnements de chaque vidéaste? Non, 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 C'est non, fou, non, ça. non. Franchement. Mais dis-moi, c'est une question justement un peu triviale. Mais ils arrivent à en vivre là, les youtubeurs que tu reçois. Oui, Alors, oui, oui. parce qu'il y en a peut-être parmi vous qui se lancent, qui vont se lancer et tout. C'est intéressant que tu nous racontes ton expérience. Moi, non seulement j'en vis, j'ai réussi à en vivre assez rapidement, notamment grâce au financement en ligne sur les plateformes de dons comme Tipeee. Donc merci beaucoup à la communauté qui me permet d'en vivre. Il y a les partenariats avec des institutions culturelles, genre des musées, etc., principalement. Et maintenant, non seulement j'en vis, mais je peux aussi rémunérer l'équipe qui travaille avec moi. Donc ça génère assez d'argent pour payer les intermittents qui bossent avec moi, et ça, c'est super. Vous êtes combien dans l'équipe? Il y a un cadreur, un musicien,
un ingé son quand on a un budget assez large. Et en ce moment, on bosse aussi sur un dessin animé. Donc il y a ma copine Limlu qui fait des dessins. Et on a eu une subvention du CNC pour que je puisse la rémunérer sur toute une saison cette année. Donc on est très contents. T'as vu, hein, Marion, ça fonctionne, hein? Oui, oui, mais tout à fait. J'en doute pas. Non, mais c'est bien l'animation. C'est bien. C'est un bon vecteur aussi, je suis d'accord. Et la mythologie, ça t'inspire, toi? Moi, je me demandais pourquoi Athéna. Pardon? Pourquoi Athéna? En fait, on avait en tête avec ma directrice de thèse un tableau de Klimt qu'on adorait, qui a représenté Athéna, et on a eu envie de partir de ça. Et très vite, on s'est rendu compte que je parlais pas allemand. Donc c'était compliqué d'étudier le corpus autrichien. Mais bref, du coup, je suis allée sur la France, mais on était parti de ce tableau en particulier qui est magnifique et que je vous conseille de regarder, c'est la Palace de Klimt. Très bien. Je voudrais qu'on dise un mot aussi sur le travail d'Hugo Mérienne, qui est donc doctorant, dont la spécialité, je le répète, c'est de travailler sur la force des fourmis, du côté biomécanique plutôt. Et sa thèse, elle est résumée dans ce petit bouquin qui est génial. Oui, Pas que la mienne, hein. Science en bulle. Ça a été fait spécialement pour la fête de la science. C'est distribué gratuitement. Si vous passez demain dans le coin, d'ailleurs, on pourra vous en distribuer aussi. Ce sont 12 doctorants qui travaillent dans des disciplines totalement différentes, qui ont joué le jeu en combien? 2-3 planches, en fait. Trois planches de résumé. Ça n'a pas été facile? Ça n'a pas été difficile, non. Sérieux? Ça a été extrêmement chouette de travailler avec Peb, le scénariste de cette BDA. Ouais. Et surtout, en fait, le dessin, la BD, ça offre vraiment une possibilité, via l'illustration, d'expliquer beaucoup plus simplement certains concepts, certains phénomènes. Et vraiment, non, ça a été un plaisir. Ça a été délicat sur les mots, sur la formulation du sujet de thèse, mais non, c'était cool. C'était très Et cool. moi, j'ai appris un truc absolument super, qui m'a étonné, c'est que plus la fourmi est grosse, moins elle est forte, en fait. Oui, c'est ça, ouais. Donc une toute petite fourmi, ça peut porter des très gros poids. C'est pas que moins elle est forte, mais Oui. relativement à sa masse, elle Ouais, peut je porter, résume. elle peut porter moins lourd. ouais. Et si une fourmi faisait la taille d'un homme, elle pourrait soulever combien? Alors, si je me base sur une fourmi de 2 mg qui peut porter 10 fois sa masse, ce qu'on observe sur le terrain, et qu'on applique les calculs de ce qu'on appelle l'effet d'échelle qui explique ce phénomène-là à des fourmis qui pèseraient 70 kg, je trouve qu'elles peuvent porter plus que 2,5 kg, ce qui malheureusement casse un peu le mythe de la fourmi extrêmement balèze. Quoi. Ouais, si vous voulez en savoir plus, procurez-vous ce petit livre Science en bulle. Il est bien fait. Oui, il hein. est très bien fait. En plus, en 3, je l'ai lu, en 3 plans, c'est hyper clair. Donc le dessinateur a aussi très bien bossé. D'accord, on peut les citer, hein, c'est Peb et Fox. Peb et Fox Ouais, qui ont merci fait à un eux. super boulot de vulgarisation. Merci beaucoup. Bravo.